Bon, eh bien voilà, on va démarrer. Donc, encore un grand merci à ceux qui sont venus jusqu'à nous. On tient bien entendu à s'excuser auprès des nombreuses personnes qui auraient souhaité venir et qui, malheureusement, n'ont pas eu de place. On doit reconnaître qu'on a été un petit peu, non pas dépassé, mais assailli par les demandes. Donc, on a passé notre annonce sur nos pages réseau. Et puis, c'est un événement qui est organisé en partenariat avec la mairie de Nouméa, que nous saluons bien bas. Je reviendrai une seconde là-dessus après. Et puis, avant même que la mairie puisse communiquer ou que nous puissions communiquer sur les médias de l'événement, nous avions rempli déjà la salle. Donc, c'est vrai que les places sont gratuites. Vous avez toujours la possibilité de mettre une petite pièce en bas si vous le souhaitez, elle est bienvenue. Sachez que l'association Maleva, que je représente ici en tant que président, s'est créée en 2011 dans le Grand Nord du pays. C'est une association culturelle et environnementale. Et tous les membres de Maleva, les amis de Maleva, tels qu'on les appelle, sont des bénévoles. Donc toutes les actions que nous menons depuis 2011, cette association, qui a commencé dans le Grand Nord par des formations en tribu, sur formation compost, formation sur les purins. C'était sensibiliser les populations des tribus sur des cultures agricoles qui n'avaient peut-être plus lieu d'être et qui utilisent l'écobuage. Donc il y a trop de feu en brousse et puis beaucoup trop de produits chimiques. C'est pour ça qu'on a parlé des purins. Et très rapidement, on a organisé en 2011 le premier village culturel et alternatif dans le Nord. Pardon. Je parle un peu plus loin. Ok, merci. Et voilà. Et donc le premier village culturel alternatif dans le Grand Nord, c'était pour montrer que nous avons dans le pays, qui ne se limite pas bien entendu à Nouméa et à la province sud, plein de gens qui font des choses très sympathiques au niveau de l'artisanat, qui produisent donc l'agriculture naturelle, l'agriculture familiale, paysanne. Et puis c'était une rencontre avec les artisans ou les gens qui étaient intéressés par les énergies renouvelables. On souhaitait faire cette rencontre des cultures et des genres pour visionner notre futur. Donc Maleva, comme vous le voyez, je porte le premier t-shirt de Maleva. C'est un grand chemin qui traverse la Calédonie. Et au départ, je le porte aussi pour les amis qui m'ont été proches, qui ont fait partie des premiers bureaux de Maleva. Certains parmi eux nous ont malheureusement quittés, sont partis de ce monde, mais ils sont de tout cœur avec nous sur cette action et comme sur toutes les actions que nous menons. Donc maintenant, le logo n'est plus le même, nous avons évolué. Vous le verrez, c'est un homme palétuvier, et lui-même, l'homme palétuvier, il est symbolique, mais vous aurez l'occasion de vous informer sur ce sujet. Donc après ces premières formations de sensibilisation dans le Grand Nord, nous avons introduit en 2013-2015 la permaculture dans le pays au travers des premières formations certifiantes. Donc la permaculture au départ, parce que c'est notre philosophie, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne se limite pas à des techniques agricoles, la permaculture. C'est avant tout une vision, une façon de voir les choses, une façon de voir la vie, une façon de se projeter dans son environnement biologique et son environnement humain dans le monde actuel, qu'il soit local, régional, national, international. Donc c'est cette vision globale. Et les techniques que nous appliquons en permaculture, eh bien, c'est simplement tenter de reproduire la nature, ce que nous montre la nature, l'adapter dans nos pratiques de culture, parce que ça, c'est du visuel et c'est du concret. Mais une fois qu'on est capable de faire ça et qu'on a compris ce système, logiquement, on doit être en mesure de transposer ce savoir-faire sur tous les types, tous les domaines d'action de la vie sociale, culturelle, politique, économique, qui est la nôtre, celle des humains, celle des homo sapiens, que nous sommes tous. Voilà, et qui devons nous remettre aujourd'hui en question par rapport à ce qui se passe, par rapport, entre autres, à cette 6e extinction des espèces dans le monde. La dernière, vous le savez, a eu lieu il y a 65 millions d'années. Donc Maleva, c'est ça. Sans prétention, en toute humilité, donc nous avons travaillé sur l'information, sensibilisation, les formations. La dernière formation que nous avons faite, qui est destinée à tout public, elle a été sur la reproduction de semences en agroécologie. Parce qu'il est bien clair que dans une île, pays où nous vivons à 85% de l'importation de produits alimentaires, sans rentrer dans le détail au niveau des produits alimentaires, vous devez en savoir autant que moi, je l'espère. Et ce n'est pas envisageable. On est des insulaires.
quoi qu'il se passe autour de nous, on reste des insulaires et on est condamnés à vivre ensemble harmonieusement. Donc il fallait développer ce que nous appelons depuis 2011 l'autonomie et la souveraineté semencière et alimentaire. Alors c'est vrai que de tels termes, il y a quelques années, pas si loin que ça, le fait d'utiliser le terme souveraineté pouvait faire gratter la tête certains parmi nous qui n'avaient pas pris le recul nécessaire pour comprendre ce dont nous parlons. Donc, formation permaculture, c'est orienter les gens vers l'autonomie, au moins leur réflexion. Les formations en reproduction de semences, c'est rendre les gens autonomes à partir de chez eux, que vous soyez sur votre petit balcon, dans votre petit jardin, dans votre tribu, sur votre exploitation agricole. Et puis, nous avons lancé les maisons de la semence, paysannes et patrimoniales, pour permettre aux gens d'apprendre, de valoriser la biodiversité existante, puisqu'on est bien, ça n'a échappé à personne, nous sommes face à un réchauffement climatique, et donc nous devons trouver des espèces qui s'adaptent à notre temps, à notre climat et à nos besoins, voilà, alimentaires. Donc là-dessus, on est engagé là-dessus. Et puis, nos dernières actions, les gardiens de la semence, on en parlera plus tard. Et là, l'action de ce soir, je tiens à remercier très chaleureusement notre ami Bernard Suffren, à mes côtés. Donc, merci de l'applaudir. Bernard Suffren est quelqu'un, je veux dire, de passionné, tout comme moi, tout comme plein d'autres parmi nous, et qui a écrit de nombreux ouvrages sur les plantes de Nouvelle-Calédonie, et qui partage ses savoirs et ses connaissances pour nous permettre d'en savoir plus sur notre environnement. Il va avoir le temps de vous parler ce soir des bonnes mauvaises herbes, et c'est le sujet. Parce qu'après avoir parlé de tout ce qu'on a parlé, on va parler de ce qui nous entoure, et je le laisserai développer la situation. Sachez simplement que pour Maleva, l'objectif, c'est d'abord de découvrir ces plantes nutritives et autres qui sont autour de nous, qu'on arrache sans savoir même ce qu'elles font là. Mais c'est aussi, au travers de ce geste, de comprendre qu'il est important d'avoir un regard différent sur notre environnement. Regarder différemment notre environnement physique au niveau des végétaux. Quand on arrive à prendre ce réflexe et qu'on apprend grâce à notre ami Gabi Levionnois, donc, qui est un chef émérité dans le pays, qui a eu c'est un enfant du pays, de la zone, et qui fait un travail énorme aussi pour la vulgarisation, entre guillemets, avec tout l'honneur que ça lui vaut, des plantes locales. Il en parlera aussi. Voilà. Donc, c'est terminé pour moi pour l'introduction. Je vais passer le micro à notre ami et membre d'honneur, Bernard Suffren, pour démarrer cette conférence qui va durer 1 heure en ce qui le concerne. Une demi-heure en ce qui concerne notre ami Gabi. Et après, nous aurons 15-20 minutes de questions-réponses pour ceux que ça intéresse. Et vous l'avez vu en entrant, nous avons édité pour cette occasion notre premier fascicule sur les plantes qui vous seront présentées ici par Bernard. Nous remercions encore Bernard pour son gros travail, parce que c'est lui qui l'a réalisé, avec le soutien de notre ami et de toute l'équipe de Maleva, sans qui on ne pourrait rien faire. Voilà. Donc, merci à tous. Et pardon, il fallait que je le fasse parce qu'elle s'est cachée. La voilà. Dans tous les projets que nous menons, nous avons un porteur, une porteuse de projet qui est Sarah pour aujourd'hui. Merci. Merci Rémi. Merci Rémi, merci Maleva, une association environnementale extrêmement dynamique. J'ai pris le train en marche et j'ai été vraiment surpris et émerveillé de voir ce vivier extrêmement motivé pour faire bouger les lignes. Merci aussi à la mairie qui nous a prêté gracieusement la salle. Merci à Gabi Levionnois, chef cuisinier émérite qui déploie toute son énergie pour changer notre façon de manger, notamment dans les collectivités à travers son organisme NeoFood, prônant l'alimentation locale, saine et respectueuse de l'environnement. Alors, pourquoi cette présentation, cette séance? Elle s'inscrit directement dans la mouvance du grand retour à la nature, avec le refus de plus en plus affirmé de la mondialisation des multinationales et de tous les effets mortifères
Je ne vais pas trop m'étendre. Les denrées suremballées, les aliments ultra transformés qui nous empoisonnent à petit feu. Et à ce sujet, récemment ont eu lieu les assises de l'alimentation. Et parmi les principales conclusions, c'était le retour au jardin, la réconciliation avec le jardin potager. En plus, donc, il faut penser, étant donné que nous sommes sur une île, à conquérir une autonomie alimentaire, sachant que la majeure partie de l'alimentation actuelle est importée. Donc ça, c'est pas normal, parce que ça sous-entend que si de gros problèmes arrivent, j'entends par là une guerre, une pandémie, et qui auront pour conséquence une raréfaction ou même la suppression des liaisons aériennes ou maritimes, nous allons directement vers une famine, en particulier les Nouméens. Les Broussards, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'ils ont toujours des cultures vivrières, l'autarcie, la pêche, la chasse. Mais à Nouméa, on risque de souffrir de la faim. Et en plus, alors, quand je mets dans la balance, d'un côté, le prix exorbitant des légumes verts, comme la salade, qui peut dépasser 1500 francs le kilo en été, d'un côté de la balance, de l'autre côté, vous avez des herbes folles qui poussent naturellement dans le jardin, qui n'ont pas besoin d'engrais chimiques, qui n'ont pas besoin de pesticides, ni d'entretien, et qui sont savoureuses de surcroît. Bon, il n'y a pas photo. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir un autre regard sur ces plantes. Alors, j'ajouterais aussi que, actuellement, il existe un vaste mouvement, notamment en métropole et même dans le monde, qui prône le retour au sauvage. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de restaurants qui ouvrent, c'est un peu ce que fait Gabi d'ailleurs, et qui propose des menus faits à partir de plantes qui ont été collectées loin dans la montagne, des plantes vraiment sauvages. Et c'est des plantes que mangeaient les hommes préhistoriques. Donc il y a un véritable engouement là-dessus. Et puis aussi, il y a un retour aux légumes oubliés, qui étaient longtemps méprisés comme légumes de disette pendant la guerre, les rutabagas, les topinambours, les salsifis, les crônes. Ça, ce sont des légumes qui étaient totalement méprisés et qui font un retour en force. Alors maintenant, est-ce que tout ça, c'est un effet de mode ou pas? Il serait intéressant que ça ne soit pas un effet de mode, justement, et qu'on vise à consommer le plus large éventail possible de légumes qui ne soient pas trafiqués, qui poussent de manière naturelle. C'est ça qu'il faut. Donc, alors, comment s'y prendre? Le but, c'est ça, c'est des réunions comme ça, des séances, des présentations pour montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai commencé déjà il y a plus de 10 ans. Dans mon livre sur les plantes du littoral, je mettais largement l'accent sur la comestibilité des espèces traitées. Et quelques temps plus tard, l'Ifremer, sensible à la montée du niveau des océans, lançait un vaste programme sur la faisabilité d'exploitation des plantes comestibles poussant en milieu salé. Ce qui ouvre la perspective, si ça marche, d'utiliser de vastes surfaces de terrain salé qui, jusqu'à présent, ne sont pas utilisables. Donc les espèces en question, principalement, il y en a peut-être une demi-douzaine, mais il y a la tétragone, la salicorne et puis le pourpier de mer. Alors maintenant, les freins. Parce qu'il y a des freins, malheureusement. Le principal frein de l'utilisation de ces plantes marginales, ce sont les habitudes, c'est la méfiance, les réticences. Et là, à ce sujet-là, j'aimerais citer une anecdote concernant la pomme de terre, l'introduction de la pomme de terre.
à Parmentier, bien connu pour le hachis, mais pas que, et avait les pires difficultés pour faire accepter les pommes de terre par les Français. Parce que les pommes de terre étaient chargées d'un satanisme, c'était les pommes du diable. Et c'était une rumeur, on ne sait pas trop d'où elle est partie, mais personne ne voulait y toucher parce que si on les consommait, on allait mourir dans d'atroces souffrances, enfin tout un tas de balivernes. Et alors, Parmentier a rusé. Il a fait planter un champ de pommes de terre dans les environs de Paris, gardé par des hommes armés jusqu'aux dents, dont la mission était de faire semblant d'être vigilants, mais de laisser passer les voleurs. Donc la nuit, les gens autour se sont glissés et se sont dit, si ce champ est si bien gardé, c'est que ce qu'il y a dedans a beaucoup de valeur. Et donc les voleurs se sont largement servis parce que les gardes étaient plus ou moins, faisaient semblant d'être assoupis. Et c'est comme ça que la diffusion de la pomme de terre a commencé. Et elle s'est généralisée très très vite. Bon. Et ça, c'est une image. Et on pourrait peut-être imaginer de faire un peu la même chose pour les mauvaises herbes comestibles. Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile. À mon avis, l'obstacle humain, c'est le principal obstacle. Alors, hop. Alors ça, c'est une autre anecdote. C'était un inspecteur d'agriculture qui était en poste en Afrique et dont la femme souffrait. Et le médecin lui a dit, pour vous soulager, pour vous guérir, vous devez manger des légumes frais. Et cet inspecteur d'agriculture s'est gaussé en lui disant, mais vous rigolez, à cette période de l'année, il n'y en a aucun. Alors que dans la nature, il y avait des tas de braies, de chouchoutes, de momordiques, etc. Mais ça, les Européens en Afrique ne connaissaient pas. C'est des légumes inconnus, donc il n'était pas question d'y toucher. Et en plus, pour un inspecteur d'agriculture, vous voyez, c'est quand même révélateur. Et à l'heure actuelle, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup, beaucoup de réticences. Il se trouve que, en ce qui me concerne, j'ai j'ai quand même des connaissances botaniques. À côté de ça, j'aime bien perfectionner mes connaissances par les documents papier et aussi par Internet. Et en plus, pour tous ceux qui connaissent, enfin qui m'ont fréquenté comme randonneur, je goûte à tout. Mais je goûte uniquement ce que je connais. Enfin, c'est-à-dire, je sais que, par exemple, les myrtacées n'auront pas d'effet toxique, mais je vous déconseille de faire la même chose, à moins que vous ayez quand même des bases en botanique. Parce que si vous goûtez à tout sans discernement, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes, surtout si vous mangez du datura ou du laurier rose. Hein. J'ai encore une petite anecdote à vous raconter. À l'époque lointaine où j'habitais à la vallée des Colons, je vois ma voisine qui récupère des feuilles de laurier rose. Pressentant une catastrophe, je me suis hasardé. Je lui dis, écoutez, ça ne me regarde peut-être pas, mais est-ce que je peux vous demander ce que vous allez en faire? Elle m'a dit, c'est pour mon ragoût. Je lui dis, écoutez, non, jetez-moi ça tout de suite. Et bon, j'y ai expliqué, bien sûr. Et là, j'ai vraiment eu conscience que je lui avais sauvé la vie, ainsi que celle de sa maisonnée. Donc maintenant, assez baratiné, on va passer dans le vif du sujet. Alors, les piquants noirs. Les piquants noirs, le dessin est peut-être plus explicite que la photo. Alors tout le monde connaît, c'est une véritable cochonnerie. Ce sont des piquants qui s'accrochent sur les poils des animaux, sur les vêtements. Mais sachez que les têtes, les feuilles, on appelle ça les sommités fleuries. Et les feuilles sont
légèrement amères, mais savoureuses, ont beaucoup de goût. Ne mangez pas que ça, mangez-les avec des choux canaques ou de la baselle, mais sinon c'est savoureux. Les poules adorent ça, et c'est vraiment, parmi les mauvaises herbes comestibles, c'est probablement la plus courante. Ensuite, les amarantes. Alors les amarantes se déclinent sous une infinité de variétés. Il y a beaucoup de variétés ornementales. Elles sont toutes comestibles. Les amarantes viennent de la cordillère des Andes, du Pérou, et les Incas les mangeaient énormément. Et les Incas faisaient de la farine avec les graines. Et lorsque les conquistadors se sont emparés ont détruit l'empire Inca, ça faisait partie des aliments Incas, donc c'était interdit d'y toucher. Et il était interdit de les cultiver. Donc c'est pour la petite histoire. Donc les amarantes, on peut revenir sur les amarantes. Les amarantes poussent surtout dans les terrains qui sont quand même assez riches en azote, donc dans les jardins, mais vous ne les verrez pas en pleine nature. Tout est comestible. La partie, les inflorescences, là, qui sont très vilaines, et les feuilles. Alors, d'une manière générale, concernant les herbes comestibles, vous ne prenez que les parties tendres. Alors, quand on est en saison des pluies, quand il fait chaud, il pleut, il y a des poussées végétatives importantes, et là, toutes ces mauvaises herbes, là, elles poussent très très vite, et c'est les périodes les plus favorables pour les cueillir. Inversement, si vous êtes en période de sécheresse, elles ont des feuilles insignifiantes et tout le reste c'est du bois. C'est ligneux, donc c'est pas la peine. Ensuite, ça c'est intéressant, ça s'appelle le faux ginseng. C'est une plante américaine qui est présente à l'état spontané dans beaucoup de jardins. Elle fait des toutes petites fleurs roses sur une panicule très aérienne. Ce n'est pas très décoratif, mais ces feuilles sont légèrement mucilagineuses, un peu crassulescentes, et se consomment en salade. Donc c'est une plante très intéressante. Ensuite, la braie de morel. La braie de morel, alors il ne faut pas confondre avec la morelle qui est toxique en France, elle est très voisine, mais celle-ci, elle est parfaitement consommable. Sachez aussi que les baies noires se mangent aussi. Mais surtout, ne mangez pas les baies vertes parce qu'elles sont toxiques. Non, mais je vous le dis, regardez les fruits de pommes de terre, c'est pareil. Hein. Les pommes de terre, quand elles sont un peu vertes, c'est pareil, c'est toxique aussi, il faut l'enlever, ça, sinon vous allez être malade. Hein. Donc ça, des solanacées. La brette, c'est une solanacée comme la pomme de terre. Hein. Ensuite, le plantain à feuilles étroites. Alors ça c'est un légume qui était largement utilisé à l'époque préhistorique. On a retrouvé dans les estomacs des restes de plantain, notamment dans l'homme des glaces, dont vous avez entendu parler, qui a été découvert il y a une dizaine d'années, sur la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Donc le plantain, vous utilisez les jeunes feuilles centrales, crues, elles ont un petit goût de champignon, c'est délicieux. Et sachez que le plantain est également une plante médicinale majeure. C'est le sparadrap du pauvre, le sparadrap du paysan. Tous les problèmes de plaies, d'infections, des abcès, des furoncles, les feuilles font merveille sur tous les problèmes de plaies, des plaies qui ne veulent pas guérir. Et puis aussi en infusion, c'est expectorant, donc c'est bon pour les bronches. Là, ça c'est le plantain, donc à retenir. Ensuite, la moutarde sauvage. Là, on ne voit pas trop bien sur la photo. C'est une moutarde, donc famille des brassicacées, famille des choux, hein,
dont les feuilles sont assez piquantes. Donc ça, c'est à utiliser en mélange avec avec d'autres plantes. Mais n'utilisez pas ça seulement parce que c'est un peu trop fort. Mais c'est un goût de moutarde, effectivement. Et ça, on en trouve assez fréquemment dans les cultures. On n'en trouve pas à l'état spontané dans la nature, mais c'est surtout dans les cultures. Ensuite, le pourpier. Alors là, le pourpier, je vais faire un petit développement parce que c'est vraiment une plante, c'est la seule que j'ai choisi de monter pour vous la montrer ici. Alors, le pourpier, c'était un des légumes principaux de crudité dans toute l'Antiquité, connu depuis les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains, etc. Et vraiment, c'était la référence, avec le laitron aussi. On en reparlera plus tard. Et alors, le pourpier, regardez là, par exemple, ici, c'est une représentation fidèle du pourpier qui date de 512 après Jésus-Christ. C'est dans le manuel de Dioscoride. Dioscoride, c'était un grand médecin grec. Alors le pourpier, pourquoi il s'est éclipsé? Non seulement il s'est éclipsé, mais il est passé au statut de mauvaise herbe. C'est complètement fou, parce qu'en plus c'est savoureux, c'est bon. Le problème, c'est que après la découverte du Nouveau Monde, il y a toute une flopée de nouveaux légumes qui sont arrivés disponibles, comme les haricots, les poivrons, les tomates, les aubergines, etc. Et puis aussi le chocolat, enfin le cacao, bref. C'est bien qu'il y avait trop de concurrence, et puis peu à peu, le pourpier, on l'a oublié. En plus, à l'époque de la Renaissance, les salades scaroles, romaines, que nous connaissons là, à l'heure actuelle, qu'on achète dans les magasins, sont rendus disponibles aussi, se sont installés dans les foyers. Elles viennent d'Italie. Et le pourpier, le pauvre pourpier, il était oublié. Et une petite anecdote, il y a 3 semaines de ça, dans le groupe Quelle est cette plante dans Facebook, je trouve une réflexion. Je suis envahi de pourpiers dans mon jardin. Dites-moi comment je peux faire pour m'en débarrasser. Moi, j'ai répondu, mangez-le. Mais oui, alors donc les gens ne savent même pas que ça se mange, quoi. C'est complètement fou. Alors donc voilà. Alors le pourpier se mange cru. C'est absolument délicieux. C'est une des meilleures plantes. Je pense avoir épuisé le sujet sur le pourpier. On continue, s'il vous plaît. La célosie ou épinard de Lagos, au Nigeria. Alors ça, c'est pareil. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais cette plante qui est à la fois ornementale et alimentaire, elle est passée un peu à l'état... elle a longtemps été passé à l'état de mauvaise herbe. Et puis là, il y a un retour en grâce en Afrique. Et maintenant, on en trouve sur les marchés un peu partout. Donc, elle se mange aussi bien crue que cuite. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début de la croissance, les feuilles sont très, très grandes. Et puis, lorsque les fleurs commencent à apparaître, les feuilles se rapetissent de plus en plus et jusqu'à presque disparaître. Ça, c'est un peu une attitude générale pour beaucoup de plantes. Ensuite, on peut continuer, si vous voulez. La brette puante, alors on appelle aussi la brette pisse de chien, parce que les feuilles froissées dégagent une odeur épouvantable. Et lorsque vous faites cuire ces feuilles, il y a une sorte d'alchimie qui apparaît. Et ces feuilles deviennent absolument exquises. Il n'y a plus du tout cette odeur de pisse de chien. Alors on la trouve dans les cultures. À l'époque de l'aménagement de la promenade Vernier, il y en avait pas mal. Et puis maintenant, elle se raréfie, mais on la trouve encore beaucoup dans les cultures.
Donc c'est une cléome. Les cléomes, ça fait partie normalement des plantes ornementales. Il y a beaucoup de cléomes dans les parterres en Europe. Ici, il n'y a que la sauvage avec les fleurs blanches qui poussent ici. Voilà. Ensuite, le laitron. Alors le laitron, c'est un peu comme le pourpier. C'est l'ancêtre de la salade. Avant l'introduction de la salade qu'on connaît actuellement, c'était le laitron sur toutes les tables, tous les jours. Alors il se mange aussi bien cru que cuit. Tout le monde voit bien. Les photos sont quand même assez lisibles. Ensuite, on peut continuer. Le Yungia ou l'Apsan, ça dépend. C'est un peu comme le laitron, c'est très voisin. Ça se mange aussi cru ou cuit. On continue. Pareil, ça c'est l'Emilia, avec des petites fleurs mauves. C'est la même chose, hein, c'est des plantes très voisines. Ensuite, l'oseille sauvage, qui est une mauvaise herbe, vraiment une mauvaise herbe, parce qu'il y a des bulbilles, et c'est assez envahissant, surtout dans les pots de fleurs. On appelle ça, les gens appellent ça le trèfle, mais ce n'est pas du trèfle, hein, ça n'a rien à voir, c'est un oxalis. Et en tant qu'oxalis, c'est très acidulé, et on peut en mettre quelques feuilles dans la salade. Ça apporte une petite note acidulée. Ensuite, la passerage, alors ça aussi c'est très courant, et ça apporte un petit goût de cresson dans la salade. Ouais. Ensuite, le petit lantana, qui se consomme uniquement en infusion. Alors on le trouve à l'état spontané, on en trouve dans les forêts sèches, au sémaphore vous pouvez en trouver, au parc forestier. C'est une petite plante assez modeste, assez prostrée. Et c'est vraiment comme de la verveine. Ensuite, le crassocéphale. Alors ça c'est pareil, ça se trouve dans les cultures. Et c'est un peu comme le laitron aussi, mais plutôt cuit. Cru, je déconseille. Ensuite, quelques herbes indigènes comestibles. Alors là, on va passer dans les herbes sauvages, qui ne sont plus dans les jardins. Alors là, il y en a quelques-unes qui sont traitées. Le tournesol des plages, qu'on consomme cru comme les épinards, qu'on trouve sur la côte est, dans le sud, un peu partout. On le donne aux cochons également. L'épinard de Nouvelle-Zélande, qui, grâce à la tétragone, l'équipage du deuxième voyage de Cook a pu se tirer d'affaire du scorbut. C'est assez célèbre. L'épinard de Nouvelle-Zélande a été découvert donc à cette époque-là, et ensuite il est devenu cultivé en Europe. Après, le pourpier de mer, qui est assez courant en bord de mer, des gens appellent ça l'herbe à serpent parce que les tricoraillers aiment bien se cacher dedans. Et c'est des feuilles épaisses qui peuvent se manger comme ça. Mais ça se mange aussi macéré dans le vinaigre, comme les cornichons. C'est délicieux. Après, ensuite, quelques utilisations dérivées. Les pousses de citrouille, les pousses de chouchoute, les feuilles de manioc, feuilles de piment, feuilles de taro, feuilles de bégonia. Alors là, j'avoue que celle-là, je ne l'ai pas essayé, mais je ne vais pas tarder à essayer. Les jeunes feuilles de fougère Asplenium nidus, qu'on appelle la lifou le pahach. Les feuilles de patchouli aussi. Une feuille de patchouli dans la salade, ça apporte un petit peu de parfum et puis c'est pas du tout toxique. Non, mais il y en a beaucoup comme ça, hein, il y en a des quantités. Hein. Après, quelques précieuses marginales comestibles à promouvoir. Ah oui, alors ça, il y a un quatuor. Malheureusement, j'ai oublié de parler de l'ambrévade, mais j'ai fait une fiche sur l'ambrévade. On peut... Alors, le liseron d'eau, c'est un liseron qui pousse dans l'eau, dans les mares, et qui fond dans la bouche. Délicieux. Ensuite, la basale. Alors la basale, elle est délicieuse, crue ou cuite. C'est cru, c'est comme de la salade, hein, c'est pareil. Et c'est absolument délicieux. Ensuite, le choucanac.
assez peu connu des Européens et qui vraiment mérite d'être connu. Nombreuses formes, beaucoup de formes ornementales, des formes très ciselées avec différentes couleurs. Enfin, c'est aussi bien ornemental qu'alimentaire. C'est très ancien. Bon, on dit choukanak, mais il y en a dans tout le Pacifique, même en Asie. Le seul défaut, c'est que la consistance est un peu gluante. D'ailleurs, les gens appellent ça les gluants parfois. Après, le moringa. Alors le moringa, c'est tout un programme. Il y aura tellement de choses à dire, c'est plein de bienfaits. C'est des feuilles vertes se mangent crues en salade ou cuites. Ça a vraiment un goût de réfort. D'ailleurs, on appelle ça le réfort arborescent. Et j'ai vu dans un magasin de vrac des feuilles de moringa extrêmement chères. Moi, j'en ai un pied dans mon jardin, donc il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le moringa, en plus, un pied de moringa dans un jardin, ça fournit en continu, donc on peut prélever tant qu'on veut, il y en aura toujours assez. C'est vraiment fantastique. Ensuite, quelques pestes comestibles. Alors là, allez-y. Là, normalement, c'est des pestes. On n'a pas le droit ni de les utiliser, ni de les transporter, ni de les commercialiser. C'est écrit en toutes lettres dans le Code de l'environnement. C'est ce qu'on appelle le mouron blanc. C'est difficile à photographier, c'est très envahissant. Donc, je pense que il y a des foyers d'infestation bien connus comme la pirogue, comme Pharinos, Aramea, Dabea, ça commence. C'est des petits fruits qui se collent sur les vêtements et une fois que ça s'installe dans un jardin, c'est très difficile à éradiquer. Mais ça se mange en salade. Ensuite, le basilic sauvage, alors c'était introduit par les Malabars, donc les Indiens, comme condiment dans la cuisine et comme feuille à fumer, comme le crétek. Le crétek, c'est l'ersatz de tabac fumé en Indonésie. Et les feuilles peuvent être utilisées en aromate, mais à petite dose, à ajouter aux salades, coupées très fin, et également dans une tisane. Mais un morceau de feuille suffit, parce que c'est vraiment très très fort. Après, la vigne de Madère, ça aussi, c'est une autre cochonnerie très envahissante. Le Wentoro, on était infesté, on a réussi à s'en débarrasser, les associations, etc., VVF. Mais les feuilles sont comestibles comme le faux ginseng. Il n'y a pas de goût particulier, ça se mange bien, c'est bon. Mais surtout, ne pas cultiver. Surtout. Après, les béroses. Donc les béroses, c'est pareil, c'est une plante très envahissante. Mais apparemment, il y a quand même une tolérance pour l'utilisation des béroses parce que c'est utilisé pour la cuisine. Dans la nouvelle cuisine, c'est davantage pour les yeux que pour le palais parce que c'est quand même un goût un peu résineux, mais c'est apprécié. Donc là, c'est le faux poivrier. Alors après, les figues de Barbarie. Et non seulement les figues, mais également les raquettes. Alors là, j'ai une petite anecdote un peu sombre à raconter. C'était dans le début des années 80, une famille de 12 personnes s'était installée sur un îlot, l'île Double, au large de Kumak. Et la plate est partie. Les gens se sont retrouvés isolés, ils n'avaient plus du tout la possibilité de repartir vers la grande terre, d'autant plus que la plupart ne savaient pas nager. Et l'îlot était infesté de raquettes. Les secours sont arrivés longtemps après. Il y en a sur les 12, il y en a 8 ou 9 qui sont morts de faim et de soif. Alors que s'ils avaient su qu'ils pouvaient se nourrir et s'abreuver, parce que c'était un gel très aqueux,
avec les raquettes, ils auraient tous eu la vie sauve, parce que l'îlot était infesté de raquettes. Donc ça, c'est intéressant à savoir en cas d'urgence comme ça, quand on est dans une situation comme ça. Moi, par exemple, j'étais avec mon ami Jean Boudissou, j'étais largué sur l'îlot Mathieu pour 48 heures par la marine, et ils avaient oublié de nous fournir aussi les vivres. Et donc, on a fait de la survie. Bon, il se trouve que grâce au ciel, je connaissais les plantes. Donc, il y avait une quantité considérable de Canavalia sericea qui germait. C'était comme des graines germées. Je savais que c'était comestible. Et on a pris dans une vieille boîte de conserve. Et on a fait chauffer on a fait une espèce de soupe avec ça. Et en guise de camping-gaz, on utilisait les fumerolles. Il y a des fumerolles partout. C'est un volcan actif, hein, Mathieu. Et donc, on n'est pas du tout mort de faim. On n'a même jamais connu la faim. Et c'était une expérience fantastique. Donc, on alternait avec du Canavalia, du pourpier de mer. Enfin, il y avait assez de quoi pour se sustenter. Peut-être pas pendant des mois, mais au moins pendant plusieurs semaines. Parce qu'après, il y a le problème des protéines, hein, bien sûr. Ensuite. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut revenir sur le... Oui, merci. Je n'ai pas parlé des figues de Barbarie. Alors, les figues de Barbarie, le contenu, c'est délicieux, c'est gluant, mais c'est sucré, c'est bon, c'est vraiment très très bon. Et ça peut se transformer en confiture également. Le problème, c'est que, vous voyez ces taches-là, ces taches, ce sont des faisceaux de piquants minuscules qui font peut-être 2 mm de long, transparents. C'est vraiment très très vicieux. Et si vous touchez ça, vous ne pouvez pas. Ces piquants-là, vous vous empoisonnez la vie pendant des jours et des jours sur la peau. Impossible de s'en débarrasser. Donc, si vous voulez malgré tout les utiliser, prenez. Alors, moi j'ai trouvé le truc. Chacun a son truc. Moi, une grande pince à barbecue. Ça fait comme une cuillère, 2 cuillères. Vous les cueillez avec ça. Et puis dans la mer, vous les frottez avec une bonne brosse de chien-dent. Et puis vous terminez avec de la toile de jute, bien frottée. Et alors là, après, vous êtes tranquille. Mais il y a des endroits où c'est vraiment très abondant. Vous pouvez en ramasser des kilos et des kilos. Dans la région de Bourail, par exemple, c'est fantastique. Donc ça, il faut le savoir. Après... Les margoses, alors ça c'est une mauvaise herbe qui est en pleine extension partout. On la trouve, elle est rudérale, c'est-à-dire elle pousse sur les tas de terre. Et le seul souci, c'est que c'est amer, donc pour enlever l'amertume, il faut la faire tremper dans l'eau salée. Mais sinon, les feuilles et les fruits se mangent comme légumes. Le poc-poc, alors ça c'est juste pour l'anecdote, hein, c'est des petites pommes qui... Oui. Voilà. Donc, on a terminé. Déjà 5 minutes, oui. C'est surtout mangé par les oiseaux, mais par les enfants également. On continue. Les ornementales et comestibles, alors à toute vitesse cette fois-ci. L'herbe Asistasia, c'est une ornementale dont on peut manger les feuilles crues, avec un goût de champignon, mais également cuites. C'est très très fin. Ensuite, le bonsaï, alors j'appelle ça le bonsaï pour les nuls. On appelle ça aussi l'arbre de jade. Et j'ai découvert ça il y a 3 semaines à peu près. J'ai découvert que les feuilles étaient délicieuses. Un petit goût acidulé, c'est un peu épais, c'est vraiment délicieux. Mais le problème, c'est que le pied qui est à la maison, ma femme m'a dit « Surtout, tu ne vas pas me le déplumer ». Donc, je le regarde, je prends parfois par gourmandise une petite feuille de temps en temps, mais je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Après... Alternanthera, ça fait partie les Alternanthera sont tous comestibles et ils sont tous ornementaux, surtout dans les tons rouges. Après, alors les fleurs se mangent. Alors si vous faites chauffer les fleurs dans une poêle, curieusement la couleur rose disparaît, ça devient tout blanc.
Ceci dit, ce n'est pas extraordinaire. Après, le frangipanier, ça c'est la grande révélation parce que ça fait partie des apocinacées, donc plantes toxiques. Ben, figurez-vous que les feuilles, les fleurs tombées, je dis bien tombées, peuvent se manger en confiture préparée comme de la confiture de pétales de rose. Et ça c'est... Pardon ? Oui, oui, oui. Mais ne vous avisez pas de que dire les fleurs, parce que le latex est toxique. Ah, je dis bien, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Après, l'ananas du pauvre, alors ça c'est... Bon, localement, c'est pas connu, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est connu, où on le trouve sur les marchés. C'est un goût d'ananas, un goût de banane, un goût de... Enfin, c'est très sucré, c'est bon, et c'est à connaître. Donc c'est le fruit de cette liane avec de grandes feuilles trouées. Je crois qu'on a fini après. C'est bon ? Voilà. À présent, je vais laisser la parole à notre ami Gabriel Levionnois, qui est chef cuisinier et qui a fondé NeoFood. Merci Bernard. Je vais regarder l'heure parce que moi je suis un peu embêté parce que je vais vous parler de nourriture, je vais vous parler de manger, de bouffe. Alors pour ceux qui n'ont pas mangé, ça va être peut-être un peu difficile. Âme sensible, s'abstenir. En tout cas, merci à Maleva, au Rex, de m'accueillir, de nous accueillir. Et en fait, je vais en profiter pour prendre une adhésion à Maleva quand même. En fait, c'est ça que j'ai trouvé super, c'est d'être invité alors que je ne suis pas membre. Et c'est quand même un honneur de pouvoir venir ici et parler un peu de mon métier et puis parler aussi de l'amour que j'ai pour la cuisine. Donc voilà, ça c'est pour les remerciements. J'espère que j'ai oublié personne. Avec Bernard, on forme un drôle de couple. Lui, c'est l'arbre, et puis moi, je suis un petit bourgeon à côté. En tout cas, c'est intéressant de partager ensemble. Et j'ai encore appris plein de choses là ce soir. Alors la prochaine fois, tu m'en parles avant, parce que je me sens... Ouais, voilà, c'est un peu la surprise pour moi, et c'est incroyable, en fait, toutes les possibilités qu'il y a de faire à manger. Donc ce soir, voilà, moi, je vais vous parler un petit peu de l'aspect culinaire. Donc Bernard, botaniste, quand même scientifique, j'ai l'impression. Et moi, ça me permet de me poser un petit peu sur des connaissances. Et je pense que tu as essayé les plantes, donc je n'ai pas à prendre de risques. Et notamment pour mes clients... J'ai fait le cobaye. Ouais. Donc lui, il a fait le cobaye. Ça a l'air de bien te... T'as pris quelques cheveux blancs quand même. Ouais, Moi aussi, ça commence. Mais voilà. En tout cas, c'est super en tant que chef cuisinier. Il y en a d'autres qui sont là Samuel Machon. Et d'autres que je représente aussi, qui travaillent dans les collectivités. C'est un métier qui est passionnant, qui est difficile. Là, on est là avec Alice, mais il y en a d'autres qui bossent au resto. Donc, c'est aussi grâce à eux que je peux être là. En tout cas, pouvoir s'appuyer sur des connaissances, nous, derrière, pour pouvoir faire à manger et procurer du plaisir et du bonheur. C'est peut-être un peu l'ingrédient magique, nous, le plaisir. C'est de rendre, peut-être, ou de révéler la beauté de ces petites plantes. Moi, personnellement, quand j'en mange pas tous les jours, j'ai pas la chance d'avoir un jardin non plus. J'ai un petit balcon dans lequel j'ai planté quelques herbes sauvages. Quand je vois une herbe sauvage, en fait, et quand je vois du vert, et surtout quand je croque, quand je mange, ça me procure beaucoup de plaisir. En fait, ça me donne envie de cuisiner. Donc voilà, en fait, d'un point de vue culinaire, la plante sauvage, c'est quelque chose qu'on a envie de croquer. Excuse-moi, mais c'est vrai, je compare la plante sauvage qui est pleine d'énergie, pleine de saveurs, qui n'a pas été forcée par rapport à la plante qui vient du commerce, donc poussée aux engrais, pesticides. Franchement, il n'y a pas photo. Quand on a le palais un tout petit peu exercé, on sent tout de suite la différence. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de vous y mettre. Non, mais garde le micro parce que je crois que... Excuse-moi. Non, mais c'est pas mal qu'on fasse ça ensemble. J'ai amputé. Ouais. Donc, merci Bernard. Je pense aussi à Julien Le Breton, qui m'a fait découvrir en fait les plantes sur lesquelles je marchais, des plantes insignifiantes, et aujourd'hui qu'on utilise dans le restaurant.
J'ai une petite anecdote, en tout cas pour vous, en 2019, après Jésus-Christ, hein, on va revenir. Et en fait, on a un maraîcher qui nous fait vraiment des très bons légumes. Et quand on va le voir sur son exploitation, en tout cas au début, bah, le pourpier, en fait, les amarants, tout ça, ils les arrachaient. C'était des mauvaises herbes pour lui. Ça a été assez compliqué pour nous de le convaincre, en fait, de nous ramasser et même de lui acheter, parce que toute peine mérite salaire. Je pense aux agriculteurs, c'est des gens qu'il faut soutenir. Ça a été compliqué de changer, en fait, la façon de faire. Et bah, ça se fait pas à pas, bouchée après bouchée, et puis au fur et à mesure, on a intégré pas mal de bonnes, mauvaises herbes dans les assiettes du restaurant. Donc voilà. Merci à Julien. Il y a Thierry Redley qui est là aussi, qui est réunionnais. Excuse-moi Thierry, mais il y a pas mal de ces herbes-là qui sont venues de l'extérieur aussi. Billy Wapocho qui est là aussi, qui représente, qui est pour moi un vieux sage kanak. Et par respect aussi pour les personnes qui sont venues avec ces herbes, qui ont la connaissance de ces herbes, dont tu fais partie, je voulais juste un petit peu aborder le sujet avec un peu d'humilité. Moi, je ne fais que reprendre dans mes plats, dans les assiettes, dans les recettes avec d'autres chefs, ces petites mauvaises herbes. Voilà. Ok. En fait, là, je vais avoir 45 ans et je me rends compte qu'il va falloir que je tende les bras. Tu mets des lunettes pour aller chercher tes herbes dans le jardin ou... Non, pas dans le jardin. Ouais. Même le bonsaï, comment t'appelles ça? Le bonsaï. Le bonsaï pour les nuls. Ouais, le bonsaï pour les nuls. En tout cas, voilà, donc voilà, j'ai bien remercié tout le monde. C'est vrai que quand Rémi, Bernard, ils m'ont appelé, en fait, je suis assez occupé. Je me suis dit, waouh, encore en faire des recettes, tout ça. Non, ça a été passionnant. C'est vraiment avec grand plaisir que j'apporte ma petite pierre à l'édifice, ma part du colibri, quoi. Sinon, Donc, voilà. j'ai complètement oublié de... Ah bah si, Rémi en a parlé. Ouais, il en a parlé. Je pense que tu voulais parler du bouquin. Non, mais c'est juste un Ouais. fascicule que j'ai fait avec toutes mes tripes. Dedans, j'y ai mis une quinzaine d'espèces, parmi les plus représentatives, les plus pertinentes, et destinées justement à mieux les faire connaître et mieux les faire apprécier. Ouais, donc super initiative, hein, Maleva, et de joindre en fait les connaissances de Bernard et puis notre humble contribution culinaire. Donc voilà, on va passer à la diapo. Bah, pour nous, manger, ça signifie aussi faire du beau. C'est voilà, c'est faire en sorte que ça soit appréciable, que ça soit beau. Et quand il y a du vert dans les assiettes, c'est beaucoup plus appétissant. Je ne vais pas rentrer dans les détails nutritionnels, mais je sais que derrière, quand je mange des herbes fraîches, j'ai l'impression de manger du soleil, j'ai l'impression de me gaver un petit peu de bons éléments et de me rajeunir en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est juste une petite photo pour dire on peut aussi trouver un moyen de sublimer ces bonnes mauvaises herbes. Donc on va passer à la diapo suivante. Donc là on est vraiment dans le culinaire, hein. Donc là j'ai pris une photo d'une assiette. Bon, c'est un burger de canard. Enfin, les véganes, j'ai pas mis moins de 18 ans en bas, mais en tout cas, non, c'était le petit pic. Il fallait. En tout cas, voilà, j'ai fait un petit focus qui n'est pas très précis, mais donc ça c'est l'épinard du Lagos dont tu parlais. Et là, c'est vrai qu'au marché maintenant on en trouve. Donc il y a vous dans votre jardin ou quelque part, c'est en tant qu'individu vous ramassez, mais nous en tant que restaurateur, on a aussi un effort à faire pour intégrer ces plantes succulentes dans nos assiettes. Et là, vous avez en fait des frites de ourou, qui est le fruit de l'arbre à pain. Et ce que je voulais un petit peu dire, c'est que, ok, manger des bonnes mauvaises herbes, bon, on n'est pas non plus des herbivores. Je ne vais pas m'étaler sur nos comportements alimentaires, mais je pense qu'il faut aussi voir les choses dans leur globalité et avoir une alimentation diversifiée. Donc, manger du pourpier, mais accompagner quand même, ou faire en sorte que notre alimentation soit diversifiée pour qu'on soit fort, pour qu'on puisse bien réfléchir et puis qu'on puisse vivre longtemps en bonne santé, quoi. Donc voilà. Alors bon, le restaurant, ça tourne. Le menu, il change toutes les semaines.
parce que pour consommer des produits de saison, c'est important qu'on puisse s'adapter. Encore une fois, je pense que ce n'est pas ces herbes-là qui vont venir à nous, c'est à nous d'aller les chercher. Et c'est à nous à nous adapter finalement à leur saison. En fin de conférence, je vais vous montrer en fait une cartographie de la façon dont les Polynésiens ils considèrent leur nourriture. Et les jeunes pousses, pour pouvoir les intégrer dans le menu d'un restaurant, il faut pouvoir être flexible avec le menu. On ne peut pas imposer, et je pense qu'on impose beaucoup de choses à la nature et beaucoup de choses à l'agriculture. Donc dans notre façon, nous, restaurateurs, de proposer nos menus. C'est vrai que vous, en tant que client, après, si vous exigez d'avoir des tomates toute l'année, quelque part, ça va être au détriment, d'une manière ou d'une autre, de la nature. Donc essayer de consommer local, ça veut dire aussi essayer de consommer de saison tant que possible. Voilà. On est sorti un petit peu du resto, et puis avec d'autres chefs, on a décidé un petit peu d'aller commencer dans les cantines. Les adultes, ils mangent ce qu'ils veulent. On n'a pas à dicter ce que vous avez à manger. Par contre, pour les enfants, c'est une autre histoire. Il y en a quand même 60 000 qui ont mangé ce midi à la cantine. 60 000. J'ai fait un petit calcul, je crois que ça fait à peu près 10 millions de repas par an. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et la cantine, en fait, en étudiant un peu le sujet avec les autres chefs qui ont participé à développer ce projet dans les cantines, c'est un espace de rencontre. Et c'est un espace où on peut partager des informations. Là, on est dans un espace où on peut partager de l'information avec des connaissances qui ont été éprouvées, quoi. À partir de l'expérience, Bernard nous a partagé des connaissances. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut faire dans les cantines. On est parti pas à pas, donc on a monté un projet qui s'appelle aujourd'hui Pacific Food Lab. Alors c'est en anglais, et Cooking for Good, c'est good dans le sens de faire du bien, mais pour longtemps. Donc la notion de durabilité, de pérennisation. On fait quelque chose aujourd'hui, mais on va faire en sorte que ça puisse durer dans le temps. Donc on a ouvert une plateforme numérique, et sur cette plateforme, avec différents partenaires, on a, entre guillemets, créé un processus. Il y a une communauté de chefs qui travaillent maintenant en étroite collaboration, qui font leur menu ensemble et qui aussi essayent de mieux comprendre comment fonctionne la production et la transformation locale. Moins exigeant, essayer de travailler avec la production locale, ça signifie de rencontrer les producteurs et les transformateurs. Donc nous, on a conçu cet espace d'échange entre l'amont et l'aval, en quelque sorte. Voilà. On va passer un petit peu. Je vais vous parler. Donc ça, c'est la plateforme. Il y a des recettes. Les chefs y accèdent. Il y a les petites annonces. Il y a les boîtes à outils. Et donc c'est assez fonctionnel, opérationnel. Comment faire pour intégrer plus de produits locaux dans les cantines? Ça, c'est le premier outil de travail. Mais c'est une plateforme numérique au service d'une plateforme humaine. On part de l'humain et on part des enfants. Pour booster un petit peu tout ça, pour lui donner un peu plus d'envergure sur le côté opérationnel, on va passer à la diapo suivante. Voilà, on offre des recettes qui sont souvent filmées avec des fiches techniques. Certaines collectivités cuisinent pour 1200 élèves. D'accord ? Donc ce n'est pas le même processus, on est dans un processus plus industriel. D'accord ? On va en passer à la diapo suivante. Et là, on a conçu en fait Cantine à l'unisson. Et ça porte bien son nom. Donc le dernier, comme vous voyez, c'était un challenge. Il y avait 27 cantines à travers toute la Calédonie. Et on a servi 21 000 repas. Je crois qu'il y avait à peu près 80% de produits locaux bruts et transformés. Sachant que ces différentes filières, là on est sur la filière végétale ce soir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute la filière de la viande, du poisson, et aussi il y a la transformation, quoi. Voilà. Je pense qu'on doit consommer en général 80% de produits transformés quand même. Donc il faut travailler, en tout cas pour nous, avec l'industrie agroalimentaire, et on n'est pas dans une démarche d'opposition, mais on essaye de voir comment on peut trouver des solutions ensemble. Voilà. Ok, donc voilà, ça c'est les enfants, et c'est jour de fête, quand c'est cantine à l'unisson, c'est vraiment jour de fête. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a fait dans les cantines. Bien sûr, on a produit une charte, et cette charte, en fait, elle a été aujourd'hui signée par le vice-recteur.
Donc l'institution, on est parti d'en bas, et l'institution a fait un geste politique au sens noble du terme, pour dire maintenant, on va implémenter ce système, cette démarche dans les cantines. Donc c'est second degré, collège second degré et lycéen. Voilà. Petit préambule, okay, avec lequel on a travaillé avec Billy, hein, sur les bases du Docamo. Et je vais quand même le lire parce que ça annonce un petit peu une philosophie dans la façon dont on procède. Donc c'est avancer pas à pas sur le chemin des possibles vers le bien-être alimentaire de l'élève. Le nourrir en s'appuyant sur nos forces et nos limites, tout en portant un sac de produits locaux à la hauteur de ses épaules et en restant solidaire. Donc cette phrase, elle est lourde de sens et elle annonce tout le reste. Quand on parle des forces, c'est la terre et la mer nourricière. On parle de la culture, on va y revenir. Et on parle, dans nos limites, c'est une invitation à l'innovation, à changer, à se dépasser. Voilà. Alors les petites plantes, où est-ce qu'on pourrait les caler dans les points de la charte? Peut-être favoriser la consommation de produits locaux bruts ou transformés, de préférence en circuit court. Voilà, il faut espérer qu'un jour on puisse faire des ateliers avec les enfants et puis pourquoi pas intégrer du pourpier dans leur préparation, quoi. Voilà. On peut passer à autre chose. Alors, comme ce fascicule, ce bouquin, comment on peut faire en sorte que la connaissance, les informations, elles puissent être transmises? J'espère que je ne vous ai pas assommé. Non, ça va. Elles puissent être transmises au plus grand nombre. On a un rêve, une utopie, hein, comme dit Rémi, c'est qu'un jour, on puisse positionner l'alimentation comme un bien commun. Ça devient le patrimoine en fait, mondial de l'UNESCO. On a un récif, aujourd'hui, qui est protégé, mais je pense que notre alimentation, elle n'appartient pas forcément à l'humanité. Et je pense qu'il y a un travail à faire pour déjà positionner l'alimentation comme un bien commun. Et à partir de là, on peut quand même rentrer dans un esprit collaboratif et communautaire, en fait. Hein. En dehors de cet espace d'échange, alors ça fait un peu monologue et narcissique, mais en dehors de cet espace d'échange, pour transmettre la connaissance, on a décidé d'ouvrir Pacific Food TV. Alors c'est un peu récent, c'est en cours de développement. Et dessus, justement, on va utiliser, je vais vous montrer une recette à base de choux sauvages, moutarde. Je n'ai pas le nom scientifique. Donc je vais vous présenter une petite recette. Et puis voilà, elle est filmée. Merci la CPS, donc qui fait un gros travail aussi. Hein. Bernard, toi tu es bien au courant depuis de nombreuses années. Et merci à la CPS d'avoir produit aussi cette petite recette. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Je suis heureux de vous accueillir ici au col de la Pirogue, à quelques kilomètres de la capitale Nouméa. Je m'appelle Gaby et je suis restaurateur à Nouméa. C'est ici que j'aime venir faire mes courses et présenter à nos clients toutes ces petites plantes insignifiantes au travers de délicieuses salades. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un chou qui pousse à l'état sauvage. Alors là, on est en pleine période après des pluies. En fait, voilà, c'est toute cette verdure qui va ressortir. C'est riche en fibres et forcément aussi en vitamines. Alors là, ce chou, il est amer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas attaqué par les insectes. Hein. Et justement, c'est ce qui fait que vous pouvez manger vraiment des choses de qualité, sans pesticides, à votre disposition dans un jardin. Moi, je vais cueillir les grandes feuilles pour les cuisiner. Mais sinon, on peut aussi utiliser les jeunes pousses. Elles sont assez poivrées. Et dans les salades, ça vous permet d'avoir un petit peu ce goût aussi anisé, quoi. Voilà, c'est un peu le goût de radis. C'est vraiment fort en goût. Donc, mélangez-les avec d'autres salades.
Aujourd'hui, pour la recette, on va faire donc ces feuilles de chou farcies avec du poulet, de la crevette et avec un peu de lait de coco. Je pense que ça vous rappellera le fafa poulet que moi j'adore. À très vite pour une autre découverte. Merci. Bon, c'était pour les Tahitiens. Alors, fafa poulet, c'est les feuilles de taro. C'est l'heure? Ok. C'est horrible de se voir comme ça passer à la télé, mais j'aurais dû m'en douter en fait. La prochaine fois, vous m'avez invité ici, mais... Alors enfin, il y a d'autres recettes. J'en ai fait 4 au total. Donc si vous allez sur pacificfood.tv, on pourra partager pas mal de choses. Et avec Bernard, je pense qu'on va essayer de faire un travail d'identification, mais audiovisuel, des plantes pour que vous puissiez un petit peu mieux appréhender la plante, mieux la repérer. Et puis après, peut-être lancer des formations, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a forcément une suite. Et toutes les questions que vous vous posez, peut-être trouver un espace d'échange, de plateforme, voir un petit peu comment on pourra faire. Maintenant, j'ai parlé un petit peu de la partie de la culture culinaire, j'ai un petit peu parlé aussi des recettes. En général, moi en tant qu'océanien, donc maman elle est polynésienne et papa il est français. Donc entre le lait de coco et le camembert, là je me suis un peu perdu. Mais en tout cas, chez l'océanien, en tout cas d'un point de vue cosmogonique ou d'un point de vue ancestralité, quand on parle de nourriture, c'est un sujet dans lequel il faut être assez humble. Je suis fait de nourriture, je suis fait de différentes choses, et quand j'aborde le thème de la nourriture, en plein soleil, en plein jour, comme ça, au Rex, c'est toujours un peu particulier. Parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension du sacré dans la nourriture. Je sais, c'est peut-être pas trop le sujet, mais je ne peux pas faire autrement que de parler de cette dimension sacrée et du respect que j'ai pour la nourriture. Alors NeoFood, c'est tout simple. Nous, on veut participer à développer une culture culinaire qui soit durable et résiliente. Alors c'est vrai qu'il y a des gros messages qui sont un peu durs à avaler, à entendre. Des théories qui disent qu'il y a l'extinction de l'humanité. S'il faut autant de problèmes, est-ce que ça ne va pas nous plomber? Est-ce que ça va pas... Des fois, j'ai l'impression, quand j'assiste à certaines conférences, que je sors de là et puis en fait, j'ai envie d'aller au McDo, quoi. Et c'est contre-productif, en tout cas, dans mon fonctionnement. Je deviens réactif, je suis blessé, en fait, de voir en fait, ce qui se passe. Et je me demande comment on peut faire pour aller au-delà de ça et garder la confiance de vivre. Parce que mon avis, c'est qu'à chaque fois que l'on mange, on décide de survivre, en fait. C'est surprenant, mais tous les jours, à chaque fois que l'on mange, on dit je dis oui à la vie.
et de dire oui à la vie, et puis derrière de dire ouais, mais on va tous mourir, c'est assez particulier, quoi. Donc dans les démarches, voilà comment on va pouvoir faire pour trouver plus de durabilité dans notre façon de manger et de résilience. La résilience, qu'est-ce qu'on mange après un cyclone? Les ancêtres, ils savaient faire. Nous, je pense qu'il faut qu'on revienne aussi à des méthodes qui nous permettent de manger local après cyclone. D'accord? La montée des eaux, ok, on va... La résilience, je ne vais pas rentrer dans ce thème-là, mais en tout cas, c'est un point important pour NeoFood, et culture culinaire durable et résiliente. Donc voilà, et j'ai fait une émission qui s'appelle Le plaisir est dans l'assiette, dans laquelle j'ai invité Billy Wapocho, et je pense qu'il va nous parler un petit peu de cette vision, j'allais dire océanienne, hein, de l'alimentation, pour parler de culture, de la culture culinaire. Si on peut lancer l'autre vidéo. C'est ce qu'on appelle les recherches de convergence d'intérêts communs. Ça ressemble à une recette, ça. Oui, mais pourquoi pas? Au vide de recettes, il faut trouver des bonnes solutions à des contraintes et à des défis posés par la vie. Est-ce qu'un des défis pour toi, c'est justement, ne doit pas passer par l'alimentaire, le manger? Parce que... Le manger est un fait social total. Tout passe par le manger. Si tu ne manges pas, tu meurs. Et pour la civilisation, pour la communauté kanak, le manger, ça représente Essentiel. Elle est essentielle. Il faut nourrir la personne, qui n'est pas un individu, mais la rencontre des faisceaux de relations qui le constituent, les paternels, les maternels, les tantes. Il est un lieu de concentration de tous les réseaux qui le traversent. C'est pas que lui qui mange, c'est sa communauté qui mange avec lui quand il mange. C'est pour ça qu'on ne mange jamais le dos tourné à quelqu'un d'autre. Quand tu manges un bougna, on se regarde les uns en face des autres. Manger ensemble. Manger ensemble, si possible dans le silence, de temps en temps par une parole essentielle. Parce qu'il faut construire les liens. C'est un moment où nous sommes en rencontre de relations entre la terre, l'homme et le ciel. Les produits que tu as là autour, ils sont produits par la terre. Et ils ont été chauffés par le soleil. Et si tu mets un peu de poisson là-dedans, c'est aussi la rencontre avec la mer. C'est-à-dire le lien, on réactualise le lien de l'homme avec son univers. C'est plus que manger. Manger, c'est anodin. C'est un moment de célébration de cette relation qui nous construit. Ça ne concerne pas que les Kanaks. Ça concerne tous ceux qui vivent ici en Calédonie et ailleurs dans le monde. Il faut en être conscient de cette situation. Donc tes ancêtres, oui. ils auraient dit la même chose que tu viens de me dire. Oui, mais parce qu'il faut respecter le sol qui t'a enfanté, la terre qui t'a enfanté. Tu n'es pas né de nulle part. C'est la terre qui t'a enfanté, dans la cosmogonie kanak. Il faut que tu respectes l'arbre qui, lui, va te nourrir, mais en même temps, à un moment de ton évolution, tu es passé par l'arbre. Il faut respecter le caillou, parce que tu es passé aussi par le minéral. Tu es passé aussi par l'air, par tous ces éléments qui font le cosmos, tu le portes en toi. Enfin, la culture kanak, la philosophie kanak le dit. Je vous présente Billy Wapocho. Donc on dit Billy Wapocho. Wapocho. D'accord. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux te présenter les conversations qu'on a pu avoir ensemble que de cette façon. Donc voilà, je pense que les forces, on peut aussi s'appuyer sur ce qui se faisait ici, dans le Pacifique Sud. Les gens y vivaient, ils mangeaient des produits locaux. Donc c'est vrai que là j'ai pris de la patate douce.
Et c'est là que je vais venir à la diapo suivante. Ça, c'est un petit peu, on a designé ça, on était au village de l'alimentation et de l'innovation avec une petite équipe là. C'était il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Et en fait, voilà le concept. Les petites herbes là, ils rentrent dans le Ma'a Rotu. Rotu, c'est la fertilité. C'est à partir des Pléiades c'est le 21 novembre. Donc on va célébrer ce qu'on appelle Matari'i. Les Pléiades qui sortent, et Matari'i Nia annonce, vous commencez à manger tout ce qui va sortir de terre. Jusqu'aux fruits. Et ensuite, on va retomber dans le cycle donc du Ma'a Tupu. Donc ça va être, par exemple, tout ce qui va être racines et fermentation. Donc le cycle, il était en fait un peu binaire. On passait dans des cycles de saison. Et le Tumu, finalement, c'est nous. Voilà. C'est nous. Et pour qu'on puisse vivre entre droit et debout, c'est important qu'on puisse trouver notre équilibre entre le Ma'a Rotu et le Ma'a Tupu. Ma'a, voilà, c'est simple, c'est manger, c'est bouffer, c'est déguster. Mais c'est aussi une nourriture. Qu'est-ce que je mets comme essence dans mon moteur? Mais qu'est-ce que je mets aussi comme force dans mes paroles, dans mes engagements, comme peuvent le faire les personnes de Maleva? Donc le Ma'a et la nourriture, par exemple, que toi tu mets, Rémi, dans cette association, elle permet aussi de faire ces espaces de rencontre et d'organiser cette conférence. Donc voilà. Redonner du sens à ce que l'on mange, de l'importance, pas à pas, bouchée après bouchée. Peut-être un petit plat pour une grande démarche. Et finalement, si on peut ressortir d'ici un petit peu transformé dans cet espace de parole, dans cet espace d'échange, où il y a un espace de transmission. Avant, on transmettait la culture, en fait, de père en fils, ainsi de suite. Aujourd'hui, on vit dans d'autres sphères, et apporter du contemporain, de l'ancestralité ensemble, je pense que ça peut aussi faire une recette qui peut nous amener loin. Donc s'appuyer sur les forces d'ici, sur nos jambes, trouver ces petites herbes, l'agrémenter avec d'autres produits locaux, je pense que ça peut nous rendre forts et continuer justement à faire du bien, à prendre soin des autres, de soi, des enfants, au travers de leur alimentation. Voilà, prendre soin de soi, se faire plaisir en mangeant, et puis partager le repas. Donc voilà, et puis une petite dernière citation que j'ai mis pour Bernard, et puis pour Rémi aussi. Donc la dernière diapo, je vais rajouter comestible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gabi et Bernard. Maintenant, en réalité, c'est quoi? C'est une casquette? C'est une espèce de choucanac, effectivement. Il y en a beaucoup dans le pays. Mais voilà, maintenant, la parole est à vous. Donc, 15-20 minutes, questions-réponses, adressées aussi bien donc à Bernard qu'à Gabi. N'hésitez pas. Suite à ça, nous laisserons la parole quelques minutes à notre amie Julie, qui représente la mairie, qui a un petit message à passer, qui est, je vous le répète, un de nos partenaires sur cette action. Et puis après, très rapidement, je reprendrai la parole et j'inviterai donc les amis de Maleva qui sont présents ce soir, qui ont donné un petit coup de main là, pour que vous ayez un petit peu un regard sur cette jeunesse qui constitue un petit peu la dynamique de Maleva. Il n'y a pas que des jeunes, vous voyez, il y a des anciens. Mais enfin, pour dire qu'on est tous bénévoles et que c'est bien aussi de les remercier parce que tout ce qu'on fait, c'est grâce à l'apport de chacun, y compris les éléments que vous trouverez en bas en vente et qui vous permettront de découvrir ces plantes posément, y compris le calendrier de semences, qui est une première dans le pays avec le calendrier lunaire donc de l'hémisphère sud. Donc tout ça, c'est un travail qui est mené par des bénévoles
Et on a besoin du soutien du plus grand nombre pour progresser dans ce qu'on fait, parce qu'on a beaucoup de choses encore à partager avec vous. Donc maintenant, la parole est à vous. Soyez sympas, levez la main et puis on vous passe le micro. On va demander 2-3 personnes du groupe là pour passer le micro, s'il vous plaît. 2-3 de la bande là. Kevin, si tu veux. Allez, les jeunes, à vous. Bonsoir. Du coup, je m'adresse à l'expert, enfin, je m'adresse aux deux en fait. J'ai mangé une fois à Lifou du patch. J'ai trouvé ça très bon. Et je l'ai raconté après. Et je ne sais plus qui, mais on m'a dit les fougères, il faut s'en méfier. C'est pas, il y a des effets secondaires. Du coup, moi, j'en suis resté sur mon impression, à savoir que c'était très bon. Et je voulais savoir si j'ai cru voir que le patch, ça se mangeait plutôt quand la pousse est jeune. Du coup, voilà, je voulais savoir s'il y avait des conditions à respecter pour sa consommation. Oui, le patch, je connais bien. J'en ai mangé une ou deux fois à Lifou. Il y a des espèces de légendes qui disent que si c'est en dehors de l'emprise de la tribu de Muchaweng, on devient sourd si on mange. Enfin bon, mais de toute façon, ça reste vraiment très, très marginal. De toute façon, il n'y a pas assez de ressources. C'est des fougères qui ne poussent pas très, très vite. Et c'est la partie qu'on mange, c'est uniquement la fronde qui n'est pas encore complètement déroulée, donc les très jeunes frondes. Donc c'est vraiment un plat exceptionnel. On mange ça peut-être une fois dans l'année. Voilà, mais je n'ai jamais entendu parler d'effets secondaires, enfin d'effets néfastes. Vous avez parlé, Monsieur Suprême, de l'oxalis. Oui. Vous avez montré de l'oxalis vert. Oui. Est-ce qu'on peut en consommer en grande quantité? Non. Non. Et deuxième question, l'oxalis rouge, est-ce qu'on peut aussi le consommer? Bien sûr. Pareil? Oui, En quantité limitée? Il est l'oxalis triangularis. Oui. Il est en photo dans le fascicule. Là, à Voilà, la fin. je l'ai vu, dans un Oui. mélange de salade. C'est ça, oui. Oui. Donc, C'est pareil. Hein. C'est ne pas en manger beaucoup parce que ça peut être toxique, notamment pour les reins. Donc c'est juste pour apporter une petite note acidifiante, c'est tout. c'est la famille de l'oseille? Oui, non. Non. Non, ça c'est une oxalidacée. L'oseille, je crois que c'est une polygonacée, me semble-t-il, ou Chenopodiacée peut-être. Ouais. Bon. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Non, Les questions s'adressent aussi à Gabi, bien sûr. Oui, je pense au bonheur qui est dans la cantine. Est-ce que ça pourra être fait auprès des cantines primaires? Parce que j'ai vu un gaspillage innommable dans les cantines, enfin dans la cantine de l'école où j'ai travaillé. Et vu les couleurs qu'il y a et le goût qu'il doit y avoir, je pense que ça aiderait pas mal d'élèves et d'enfants à se réconcilier avec la nourriture. Oui, j'entends. Pour l'instant, on a décidé d'amorcer la montagne du côté ensoleillé. Nous, on va là où ça pousse bien, où c'est facile, un peu comme les mauvaises herbes. Et c'est vrai que dans le primaire, c'est un autre fonctionnement. En général, c'est des cuisines centrales. D'accord ? Les budgets ne sont pas du tout pareils. Alors, c'est vrai que les parents, ils payent un certain prix. Mais après, le budget qu'ils ont pour acheter de la nourriture, il est bien trop faible. Et oui, éviter le gaspillage, c'est une remise en question, en fait, aussi du système. On arrive un petit peu en bout de course sur un système. Au niveau des cantines, on est en train d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je pense que c'est pas nouveau. Les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme sur pas mal de choses. Donc là, on est en train d'encaisser un petit peu de façon émotionnelle ce qui se passe. En plus, on voit sur les réseaux sociaux des photos qui sont quand même choquantes. Et les parents, ils sont blessés en fait. Ils sont blessés quand ils voient ces photos. Et ils réagissent beaucoup. Et oui, on ne va pas pouvoir aller plus vite que la musique. On a eu du soutien des institutions, donc qui se sont quand même impliqués dans le projet. Après, c'est l'affaire de tous. Donc c'est pour ça qu'on a bien mis porter un sac de produits locaux à la hauteur de ses épaules. Moi, les miennes, elles commencent à être un peu chargées. J'ai du soutien. Mais ouais, votre enfant, c'est vrai que s'il ne mange pas trop bien le midi, faut compenser le soir. Le matin, le soir. Donc d'une manière ou d'une autre, on a peut-être cette tendance, et je vais finir par ça, à se dire mais c'est l'autre qui va régler le problème.
Et c'est la charte qui va régler le problème. Et c'est non, on a chacun notre part à faire, en tout cas en ce qui concerne notre démarche. Mais après, il faut aussi trouver des propositions. Donc j'ai un problème. D'un point de vue émotionnel, ça ne va pas. Je ne suis pas content du service, du travail. Mon enfant ne mange pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes propositions? Comment je m'engage? Et c'est sûr que les gens qui sont là de Maleva, eh ben, ils s'engagent. Donc il faut à un moment donné aussi que la société civile s'engage pour qu'on accorde plus d'importance à ce que mangent les enfants dans les cantines. En tout cas, oui, on va faire le nécessaire. C'est tout ce qu'on peut partager à l'autre sans s'asphyxier, on va le faire. Je pensais aussi au fait que les enfants disent trop facilement c'est pas bon, j'aime pas. Alors là, avant même d'avoir goûté. Et c'est vrai que même dans les Ouais. cantines primaires, les repas ont quand même bien changé depuis peu. Mais voilà, j'aime pas. C'est Ouais. pas bon. Alors, T'as goûté? Non. Ouais, c'est Alors, ça. Donc il y a, en fait, c'est donc là on rentre dans la psychologie du goût. Quand l'enfant regarde ce qu'il va manger, est-ce que c'est appétant? Maintenant, si on devait faire des ateliers avec des enfants sur comment consommer des herbes comestibles sauvages, il y a une approche. La relation qu'on va avoir en fait avec l'enfant notamment, comment on l'accompagne. Pour l'instant, moi, je vois que j'ai besoin de connaissances encore. Donc, on est accompagné par l'Institut du goût en France, qui a beaucoup avancé là-dessus. Et l'objectif, c'est de partager les connaissances pour qu'ils puissent venir à terme sur le territoire nous former en tant qu'adultes pour mieux accompagner les enfants. Il y a un refus qui se fait souvent, notamment sur du légume et du vert. Ça dépend de l'âge, mais au bout de 7 fois, l'enfant il va quand même manger. Donc c'est pas foutu, c'est juste que il faut apprendre à accompagner les enfants. Et ça, c'est un travail qu'il faut mettre en œuvre, il faut mettre en place dans les cantines, c'est sûr. Les enfants. Oui. C'est un vrai sujet. Les enfants, du fait qu'ils ont été éduqués à boire depuis le plus jeune âge des boissons sucrées marron et gazeuses, vous voyez ce que je veux dire, si on leur présente de l'eau de coco, ils ne savent pas du tout ce que c'est étranger, c'est pas bon. Ils n'essayent même pas de goûter, c'est pas bon, parce que ça ne correspond pas à leur référence, la boisson marron gazeuse. Alors c'est surtout une question d'éducation, à mon avis. Bonsoir. Moi, j'aurais juste une question sur les célosi. Je voulais savoir s'il y a une maturité à attendre pour les consommer ou si on peut les consommer à partir du moment où elles ont poussé. L'idéal, c'est de les consommer quand les feuilles sont les plus grandes. Oui, parce que sinon, après, c'est plus du tout intéressant. Oui. Mais c'est très très bon, hein. Ça fait partie des meilleurs épinards. D'accord. Et c'est vraiment la plante des dépotoirs. Des terrains vagues. Bien sûr. Ouais. Pas pour toutes les plantes, mais la CPS a énormément travaillé là-dessus. Et il existe, malheureusement, c'est des fiches, je ne sais pas si elles sont téléchargeables. Dans les années 80, la CPS a fait un énorme travail sur les plantes alimentaires. Et il y a notamment la fiche numéro 5 ou 6 sur les feuilles sauvages comestibles. Et là, il y a des diagrammes, enfin des données très précises concernant les fibres, les vitamines et tout. Les calories, etc. Pardon ? Oui, donc ça c'est intéressant. Donc si elles sont téléchargeables, alors là, bravo. Parce que c'est très vieux, hein, ça date d'une 30aine d'années. Ouais. Mais je pense que justement, réactualiser en fait, ces données sur l'aspect nutritif, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse, Bernard. Et donc trouver sur une plateforme, notamment numérique, toutes les informations dont vous allez avoir besoin. Il y a même, c'est pas le Shazam, c'est quoi une application qui reconnaît en fait les plantes avec ton smartphone, j'ai vu là. PlanteNet. PlanteNet, c'est net. Donc voilà, et juste un petit mot. Alors, il y a Luc de la Patrona qui fait un gros travail justement sur
le pourpier, sur les plantes halophytes qui poussent en milieu biosalin. Et la dernière fois, donc lui a fait des études pour savoir la valeur nutritive. Et un truc de fou, c'est que la plante en milieu salin, elle a développé des propriétés. Et nous qui mangeons trop salin aussi, en fait, on peut utiliser les principes actifs de cette plante. Alors, il faut quand même réduire un peu le sel, mais se passer de sel, c'est un peu se passer de plaisir et de saveur. Mais en tout cas, les plantes qui poussent au bord de mer sont riches en oméga 3. Et alors les oméga 3, c'est essentiel. 6, je ne vais pas parler à la place des diètes parce qu'ils vont me tomber dessus. Mais vous demandez à Luc de la Patrona, oui, c'est riche en oméga 3. Et ça peut aussi alimenter le bétail que vous pouvez manger derrière, qui sera lui aussi riche en oméga 3. Donc il y a une méconnaissance, mais je pense qu'il y a encore plein de trésors à découvrir. Maintenant, il faut aller voir, il faut rentrer un peu plus dans ce sujet, ouais. Même s'il a été beaucoup traité. Allô ? Oui, bonjour. Alors, j'avais une question sur, on n'en a pas parlé, je connais pas le nom scientifique, ce qu'on appelle les lianes américaines. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des lianes très envahissantes, très fragiles. Micania. La plante à cancer aussi, appelée aussi la plante à cancer. C'est comestible, ça ? C'est donné beaucoup aux chevaux, et justement la question c'était est-ce que c'est comestible ? On m'avait dit que c'était comestible. J'ai pas de pas super référence. bon. J'ai pas de référence concernant le Micania. Il faudra que j'essaye. Ouais. Je vais le noter. Et c'est très commun, quoi. Hein. Il y en a partout. Il y en a partout, c'est envahissant. Hein. Ouais. Non, très franchement, ça c'est passé en dessous du radar. Là. Franchement, je n'ai pas de données là-dessus. Ouais. Ok. Bernard, j'ai une question pour toi. J'ai une dernière question. Ah oui, je vais faire l'avant-dernière. Tu penses que... À combien on estime le nombre de plantes qu'on ne connaît pas en Calédonie ? Donc, Plantes endémiques ? Il y a peut-être des plantes endémiques, que ce soit pour aussi apporter du parfum, du goût, des assaisonnements, voir les plantes médicinales, tout ça. Et dans le monde, le règne végétal, comestible en fait, ça représente quoi ? C'est quoi notre terrain de jeu en fait, connu et inconnu ? Pas forcément. En tant que cuisinier, où est-ce que j'ai encore pas mal de possibilités ? J'imagine que oui. Des plantes alimentaires dans le monde, il y en a énormément, il y a des milliers d'espèces, mais il y a une petite poignée qui sont couramment utilisées. Désiré Bois a fait un inventaire très détaillé de ces plantes alimentaires dans d'énormes pavés qui sont sortis dans les années 20 ou 30. Ça tient la moitié d'un rayon de bibliothèque, et ça c'est vraiment la référence numéro 1. Il traite non seulement des plantes que tout le monde connaît, mais aussi des plantes très très marginales. Et pour moi, ça c'est vraiment une référence très importante. Et je ne pense pas qu'on trouve scanné, disponible sur Internet. Je ne crois pas. C'est trop volumineux. Bonsoir. Je suis là. Ouais. Alors moi j'avais une question par rapport aux plantes médicinales. Vous avez évoqué là dans toutes celles que vous nous avez présentées le plantain à feuilles étroites qui qui a des vertus en tout cas médicinales. Oui. Je voulais savoir s'il y en avait d'autres dans ce cas-là et si on pouvait avoir, à quel endroit on pouvait avoir l'information. Alors cette présentation, on est bien d'accord, c'était axé comestible à 99% sur les plantes comestibles. Oui. Là, j'ai fait une toute petite incartade pour parler du plantain, parce que c'est quand même une plante médicinale majeure, mais je n'ai pas parlé du reste. Si on parle des plantes médicinales, alors là, c'est un autre sujet. Ce sera essentiellement d'autres espèces. Il y aura une autre conférence ? Ouais, pourquoi pas, bien sûr, mais ça doit se préparer, ça. Mais oui, il y a des plantes extrêmement... Il y a des alicaments. Alors les alicaments, c'est des plantes qui sont à la fois alimentaires et médicaments, comme l'ail par exemple, ou le noni, ou l'aloe, le curcuma. Le curcuma, c'est une plante fantastique.
anti-inflammatoires, anti-cancer. Elles poussent toutes seules dans le nord du territoire, dans la savane, partout. Et il y a une pénurie incroyable. Mais ça pourrait être une ressource très importante au niveau agriculture localement. Mais il y a de la concurrence avec ce que je veux dire, les plantes avec les feuilles qui ressemblent à des doigts dentés. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas cette concurrence, je pense qu'on cultiverait davantage le curcuma. Donc, d'autres questions? Du coup, si je peux me permettre, peut-être ça répondra à la précédente question. Mais sur le site internet de Maleva, il y a énormément de ressources en PDF téléchargeables et il y a beaucoup de choses sur les plantes médicinales. Voilà. On va peut-être, excusez-nous, mettre un terme aux questions-réponses parce qu'on est quand même tenu par le temps. Donc, dans le remerciement, il faut quand même remercier aussi la régie Son Lumière qui est là-haut. J'ai oublié de remercier... Un grand merci aussi à Télé-Calédonia qui nous a fait le grand honneur de filmer l'ensemble de cette conférence et ce qui va répondre à beaucoup d'amis de Maleva et de gens intéressés aussi bien dans le nord et dans les îles qui malheureusement ne peuvent pas se déplacer parce que vous comprenez. Moi je viens de Paume là, pour être présent ce soir avec vous. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens dans le nord et dans les îles qui aimeraient bien pouvoir aussi participer à ces événements. Et merci Télé-Calédonia de faire le lien, le temps que nous, on trouve les moyens, un petit peu de soutien pour être aussi un peu plus présent dans le Nord et dans les îles. Je voulais laisser la parole à Julie Régent, donc, qui est la représentante de la mairie ce soir. Elle a un petit message à vous transmettre. Et avant que vous partiez, quand on aura terminé, je voudrais juste vous présenter la petite équipe et de manière à ce que vous visualisez un petit peu les gens qui font partie de notre équipe, tout au moins ici, qui est une infime partie du groupe. Merci Rémi, merci Maleva, merci aux intervenants de ce soir. Je profite de vous avoir en assez grand nombre pour vous parler des rendez-vous de la transition urbaine qu'organise la ville de Nouméa. Et donc le rendez-vous de ce soir est un de ces rendez-vous. Donc ce sont des rendez-vous qui sont soit organisés directement par la ville, soit en partenariat, comme ce soir. Donc c'est une initiative de Maleva que la ville a soutenue. Vous avez été nombreux à nous interroger sur la suite qui sera donnée à cette conférence. On a pu, nous, au niveau de la ville, y répondre un petit peu, toujours en partenariat avec l'association, en organisant mercredi soir prochain, 24 avril, à la maison de quartier de la Vallée du Tir, une intervention de Bernard sur le même sujet que ce soir. Donc voilà, c'est un message que vous pouvez faire passer en disant toutefois qu'il n'y a pas d'inscription préalable et en invitant les gens à venir tôt s'ils le souhaitent, parce qu'il y a 50 places en tout, dont uniquement 30 places assises. Bernard interviendra également le 25 avril après-midi, le jeudi, donc à la maison de quartier de la Vallée du Tir, toujours, sous une forme d'atelier découverte, donc plus sur un mode causerie que sur un mode conférence, de 14h à 16h, toujours donc à cette maison de quartier. Et puis également, vous inviter à consulter le site internet de la ville de Nouméa, la page Facebook Nouméa Ma Ville, pour avoir connaissance, être informé de tous ces rendez-vous de la transition. Il y a des ateliers, par exemple cet après-midi, on avait un atelier découverte boissons du jardin, avec les eaux aromatisées, donc avec Fertile qui est présent, qui est représenté ce soir. On a des ateliers de réparation électroménager. L'idée dans ces rendez-vous de la transition, c'est de donner aux gens des savoir-faire simples pour justement travailler leur résilience. Résilience qui était évoquée tout à l'heure par Gabriel Levionnois. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais repasser le micro et vous remercier tous aussi au nom de la ville de Nouméa. Merci.